Voilà. Alors, donc, rebonsoir tout le monde. Donc, on va essayer de... Bon, particulièrement aujourd'hui, donc, j'ai programmé la séance le soir. Pour compléter, en fait, le cours qu'on avait fait la dernière fois. Donc, je rappelle que la dernière séance, donc, nous avons vu, en fait, les concepts de base concernant les web services. Mais je rappelle également que avant les web services, nous avons d'abord vu globalement les concepts de base sur la technologie XML. Bon, ça c'est important de noter ça, c'est que donc au début on avait commencé d'abord en fait on avait commencé sur c'est-à-dire avec les concepts de base de la technologie XML et nous avons juste rappelé que pour rappel nous avons dit que la technologie XML il a été créé principalement c'était pour échanger les données entre les systèmes d'information des entreprises. C'est pour automatiser l'échange de données, c'est-à-dire entre les entreprises, entre les systèmes d'information. Et puis nous avons dit qu'un document XML principalement se compose de trois parties. Il y a la structure des données, la structure, bon, c'est-à-dire il y a un fichier dans lequel on déclare la structure d'un document XML. Et pour la structure des données, donc nous avons vu en fait il y a deux solutions, soit les DTD, soit les schémas XML. Les schémas XML. Donc on a vu c'est quoi la différence, quelles sont les limites des DTD. Nous avons vu globalement c'est quoi les schémas XML. Et puis nous avons vu donc la partie les données XML, c'est-à-dire bon un fichier XML, c'est un fichier qui contient les données qui sont structurées de manière hiérarchique. C'est-à-dire c'est une petite base de données hiérarchique si vous voulez. Et puis donc il y a les feuilles de style, c'est-à-dire comment présenter les données. Donc il y a la structure, il y a les données. Bon, ça c'est les données. Et puis il y a la mise en forme. Donc pour la mise en forme, donc nous avons vu comment utiliser XSL et XML Style Sheet, donc pour voir comment créer des feuilles de style qui permettent donc de représenter donc les données XML au format HTML ou en d'autres formats comme le format SVG que nous avons également vu. Et bien sûr, sans oublier que quand on a travaillé avec XSL, c'était l'occasion de voir ce qu'on appelle XPath. Bon, ça c'est également un concept très important que nous avons vu dans la partie XML. Et puis donc on avait terminé la partie XML avec en fait le SVG, c'est-à-dire un format XML qui permet de représenter des graphiques au format vectoriel. Donc voilà, globalement ça c'était la première partie qu'on avait fait. Et puis la deuxième partie donc concerne la partie qui nous importe beaucoup, c'est la partie web service. Donc cette partie web service qu'on avait commencé la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait parlé des concepts de base. Donc nous avons parlé des quatre, donc un peu d'historique des systèmes distribués, les systèmes distribués synchrones, asynchrones. Et après, puis donc les différentes solutions des systèmes distribués synchrones. Et particulièrement, donc nous avons parlé de quatre catégories de web services. Les concepts de base, il y a les web services basés sur SOAP, il y a REST, GraphQL et gRPC. Donc globalement, c'est des concepts de base. Et puis nous avons détaillé la partie c'est-à-dire les web services basés sur SOAP. Donc nous avons expliqué donc les concepts fondamentaux des web services basés sur SOAP, notamment les trois concepts fondamentaux, à savoir le protocole SOAP, de WSDL et UDDI. Bon, ça c'est donc le cours qu'on avait fait le dimanche dernier. Je pense qu'on avait passé beaucoup de temps à expliquer ces concepts avec des exemples. Donc pour les gens bien sûr qui ont raté ce cours, donc il faudrait revenir sur Classroom. Donc vous trouverez l'enregistrement intégral de cette partie-là. Alors aujourd'hui donc en fait on va s'intéresser justement à la mise en œuvre, c'est-à-dire la partie pratique, comment créer un web service, comment déployer un web service, comment le consommer. Donc principalement c'est-à-dire dans les applications Java. Alors donc pour développer et pour créer un web service basé sur le protocole SOAP,
Et donc, dans Java, il y a une spécification, il y a une librairie qui s'appelle JAX-WS. Alors, JAX-WS, c'est une spécification Java. Normalement, c'est une spécification J2E, donc on aura l'occasion de voir c'est quoi ces spécifications. C'est une librairie qui permet donc de créer, de consommer les web services basés sur SOAP, Simple Object Access Protocol. Donc, je rappelle que le protocole SOAP, lui, il est basé sur XML, c'est-à-dire c'est un protocole qui consiste à échanger des messages XML entre les applications distribuées. Mais tout ça, on l'a expliqué la dernière fois. Alors, donc, pour créer un web service basé sur le protocole SOAP, c'est très simple. Donc, vous aurez juste besoin de créer une classe. Par exemple, avec Java, donc on va créer une classe qu'on va appeler banque service ici, une classe Java, dans laquelle on va créer des méthodes. Par exemple, dans notre cas, on va créer un web service qui contient 3 méthodes. Il y a une méthode conversion, par exemple ici. C'est une méthode qui permet de convertir, par exemple, un montant de l'euro en dirham. C'est une méthode, on va lui donner l'input, le montant, par exemple en euros, et puis on va le convertir en dirham, c'est-à-dire on va retourner un résultat, c'est le montant multiplié par 11. Donc c'est juste pour faire un petit traitement. Et donc pour créer, vous avez ici une méthode test, vous avez une méthode qui permet de consulter un compte, par exemple, et vous avez une méthode qui permet de consulter une liste de comptes. Donc, c'est-à-dire, un web service, c'est quoi? C'est d'abord, c'est un objet, c'est une classe que vous créez dans un langage de programmation. Alors, dans cette classe, il y a des méthodes. C'est-à-dire une simple classe, une simple classe Java, par exemple. Ça peut devenir un web service. Et bien justement, pour que ce soit un web service, nous aurons besoin d'utiliser ça, JAX-WS. Et pour utiliser JAX-WS, nous aurons besoin d'ajouter quelques annotations. Alors, quelques annotations qu'il faut ici connaître. Donc, ici, la première annotation qu'on va utiliser, c'est web service. Donc, vous voyez, donc, les annotations dans Java commencent par arrobas. Bon, si vous voulez, c'est des étiquettes qui indiquent, si vous voulez, une description quelconque. Alors, dans JAX-WS, pour qu'une classe soit un web service, donc on aura besoin de spécifier l'annotation web service. Donc ça, c'est la première des choses. Et cette annotation web service, il faut la mettre juste avant la classe, c'est-à-dire avant la classe ici banque service. Et puis si vous voulez attribuer un nom au web service, donc on va utiliser l'attribut service name. Par exemple, ici le nom du web service, je veux l'appeler par exemple banque WS. Donc ça, c'est le nom qu'on peut choisir nous-mêmes. Et puis, donc ça, c'est la première des choses. Donc, l'annotation web service. La deuxième des choses, c'est que chaque méthode, par exemple, ici, j'ai la méthode conversion. Bon, chaque méthode doit être précédée par une annotation qui s'appelle web méthode. Alors, web méthode, c'est pour indiquer que cette méthode-là fait partie du web service. Bon, je rappelle qu'une méthode d'un web service, c'est une méthode qui peut être consultée à distance. C'est-à-dire, un client, une application qui se trouve dans une autre machine, il peut faire appel à la méthode du web service. Donc, ici, la méthode de conversion est précédée par l'annotation web méthode. Donc, ça, c'est la deuxième annotation. Et puis, si vous voulez attribuer un nom à la méthode, si vous voulez attribuer un nom qui est différent, si vous voulez, par rapport au nom de l'opération, on utilise l'attribut operation name. Vous voyez donc ici operation name, le nom de l'opération. Et le nom de l'opération ici, on va l'appeler conversion euro to dirham. Bon, c'est-à-dire on n'est pas obligé de garder le même nom que la méthode. On peut donner un nom qui est différent. Alors ici, donc, vous voyez donc deux annotations principales. Il y a web service et web méthode. Et puis il y a les paramètres. Bon, un paramètre, par exemple, la méthode conversion ici, il possède un paramètre qui est le montant. Parce qu'en fait, pour faire la conversion, il faut envoyer un montant. Et bien pour justement, ce paramètre s'appelle mt, le code Java. Mais au niveau du web service, je veux lui donner un nom qui est significatif. Alors pour cela, donc le paramètre montant mt est précédé par l'annotation webParam. Donc c'est-à-dire c'est un paramètre de la méthode webParam et le nom du paramètre égale montant. C'est-à-dire que côté Java, le paramètre s'appelle mt
Et côté pour le web service, donc ce paramètre-là, on va l'identifier avec un nom qui s'appelle montant. Bon, ça, c'est-à-dire on peut attribuer un nom qui est différent. Et c'est la même chose pour les autres méthodes. Vous voyez, c'est que la méthode test va être précédée par web méthode. La méthode getCount, il y a ici web méthode. Alors, vous remarquez ici, donc si on ne spécifie pas operation name, c'est-à-dire si on ne précise pas le nom de l'opération, alors par défaut, il va prendre le même nom que la méthode. C'est-à-dire ici, donc on suppose que operation name égale à test. La même chose ici, operation name égale getCount. Et la même chose ici, operation name égale getCount ici avec S. Donc principalement, vous avez besoin juste avec JAX WS, donc vous avez besoin de connaître trois annotations principales dans un premier temps. Bon, la première c'est web service, la deuxième c'est web méthode et la troisième c'est web param. Bon, avec ces annotations-là, on peut donc créer un web service. C'est justement ce que nous allons voir dans la démo. Alors, dans la démonstration, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette démo, donc, je vais vous montrer d'abord comment créer un web service. Alors, pour nous, un web service, c'est une classe qu'on va créer. C'est une classe Java qu'on va créer et dans laquelle on va créer trois méthodes. Il y a la méthode conversion. C'est une méthode qui permet de convertir par exemple un montant de l'euro en dirham. Et puis il y a une méthode getCount qui permet de consulter un compte. Ici. Alors ici donc le compte, on va lui donner un code comme paramètre. Et puis il y a plutôt getCount qui permet de consulter une liste de comptes. Donc c'est comme si on veut créer un web service qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de faire une conversion, de consulter un compte et de consulter une liste de comptes. Et donc, nous allons voir comment d'abord créer le web service. Et puis, nous allons voir, en fait, nous avons dit qu'un web service, normalement, doit être déployé dans un serveur web. Dans un serveur HTTP. Pourquoi? Parce que pour consulter un web service, il faut utiliser le protocole HTTP. C'est-à-dire le client, pour qu'il puisse contacter un web service, le protocole qui va être utilisé, c'est HTTP. Ça veut dire que généralement, les web services sont déployés dans des serveurs web. Alors justement, dans notre cas, nous allons voir comment, en deuxième étape, comment déployer le web service en utilisant un serveur JAX WS. Donc on va créer un simple serveur. Ici, une simple application Java, vous allez voir. On n'a pas besoin d'écrire beaucoup de code, donc juste comprendre le principe. Donc une fois qu'on va démarrer le web service, le serveur, on va essayer donc de lancer le navigateur web. On va lancer le navigateur web, par exemple Google Chrome, et puis on va consulter le WSDL. Donc rappelez-vous bien, nous avons dit que en fait le WSDL, donc c'est l'un des trois concepts fondamentaux du web service. C'est un document XML qui contient l'interface du web service. Bon, ça veut dire quoi l'interface du web service? C'est-à-dire c'est un document XML dans lequel on va trouver quelles sont les différentes méthodes du web service. Et pour chaque méthode, quels sont les inputs et quels sont les outputs. C'est-à-dire tout simplement, c'est parce qu'en fait, pour consommer un web service, vous avez besoin de connaître ce qu'on appelle sa description. Vous avez besoin de connaître son interface. Et justement, nous allons voir, on va consulter le WSDL parce qu'il est généré automatiquement par le serveur. Et on va l'analyser, on va voir ce qu'il contient. Et puis, nous allons utiliser un outil qui s'appelle SoapUI. Bon, c'est un outil qui est très utilisé par les entreprises souvent pour tester les web services. Bon, c'est un programme que vous pouvez installer dans vos machines et avec lequel vous pouvez tester donc, des web services basés sur SOAP principalement, mais également REST. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent Postman et d'autres outils pour tester les web services RESTful. Mais pour les web services basés sur SOAP, généralement, SoapUI, il est fait pour ça. Donc, on va essayer de voir comment l'utiliser en quatrième étape. Et puis en cinquième étape, nous allons voir comment consommer le web service, c'est-à-dire comment créer une application Java qui va permettre de consommer le web service, c'est-à-dire qui va envoyer une requête vers le web service, récupérer le résultat et afficher le résultat. Donc pour le moment, donc ça c'est un peu l'objectif de l'application. Et puis après, par la suite, donc vous allez voir si vous avez compris le principe. On peut aussi créer un client avec d'autres langages de programmation comme PHP, comme C#, comme n'importe quel langage. Et vous allez voir que en fait c'est la même procédure, c'est la même démarche. Alors dans notre cas ici, donc on va s'intéresser à la première partie parce que notre objectif principal,
c'est justement c'est de comprendre les concepts fondamentaux des web services. Donc rappelez-vous bien les concepts fondamentaux, principalement il y a SOAP et WSDL. Alors dans cette démonstration, on ne va pas travailler avec UDDI, donc on n'a pas besoin, parce que rappelez-vous donc UDDI c'est un annuaire qui est utilisé quand on ne connaît pas l'adresse du web service. Alors dans notre cas ici, on suppose qu'on connaît l'adresse où se trouve le web service de notre application. Voilà, alors donc ça c'est donc la démo qu'on va faire. Ben justement pour travailler ça, nous allons, en fait je vais travailler avec IntelliJ comme IDE, comme je vous ai en fait montré la dernière fois. D'ailleurs, en fait, vous allez encore commencer le cours, les concepts Java, la programmation orientée objet avancée avec avec Monsieur Bousleham. Vous allez commencer demain. Et donc, vous aurez l'occasion en code de reprendre un peu les bases du langage Java, c'est-à-dire surtout de la programmation orientée objet. C'est très important parce qu'il faut prendre autant de temps qu'il le faut pour comprendre donc ce qu'on appelle les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, parce que ça c'est vraiment le fondamental. Un informaticien, quelle que soit sa spécialité, quel que soit le métier dans lequel elle va travailler, ben, il faut absolument qu'il comprenne bien ce qu'on appelle les concepts fondamentaux de l'orienté objet et de les implémenter avec des langages de programmation comme Java par exemple. Bref, alors pour créer les applications Java, donc vous pouvez utiliser des IDE comme Eclipse, comme vous avez déjà fait avec Monsieur Nagy. Mais également, en fait, dans la majorité des cas, les entreprises utilisent IntelliJ, donc c'est l'IDE que vous allez souvent utiliser en entreprise. Donc c'est ce que je vais faire comme la démonstration de la dernière fois. Alors pour cela, donc ce que je vais faire, je vais créer un projet Java et je vais créer un projet de type Maven. Alors ici, je vais créer un projet que je vais appeler par exemple TP Web Service, j'appelle comme ça. TP Web Service, c'est le nom du projet. Et puis donc voilà, c'est un projet Java, Maven. Donc je vous rappelle que en fait, dans un projet, souvent on a besoin des librairies, d'intégrer des bibliothèques et des librairies dans une application. Et donc pour éviter de télécharger manuellement des bibliothèques, des librairies et de les ajouter à votre projet manuellement, ce qui est un peu compliqué. Il existe des outils qui permettent de faire ça automatiquement, c'est-à-dire des outils qui vont se charger de se connecter à Internet, de télécharger les bonnes librairies, les dépendances et de les intégrer à votre projet. Et donc, quasiment les gens qui travaillent avec Java d'une manière générale, donc travaillent avec ce qu'on appelle les projets Maven. Et Maven, c'est l'un des outils qui permet de gérer ce qu'on appelle les dépendances dans un projet Java. Alors Maven, il n'est pas le seul, on peut également utiliser un autre outil qui s'appelle Gradle. Alors quand vous allez faire un cours sur le développement mobile Android par exemple, vous allez voir que c'est Gradle qui est utilisé. Mais de toute façon, quand on crée un projet Java, les plus populaires, c'est-à-dire les outils qui permettent de gérer les dépendances dans un projet Java, c'est Maven et Gradle. Donc ça c'est dans le plus ancien, c'est Maven, donc c'est souvent celui que vous allez souvent trouver, mais ça fait pas la différence. Donc ici Maven, c'est juste un outil qu'on va utiliser pour gérer les dépendances dans le projet. Alors quasiment tous les langages de programmation utilisent des outils de gestion des dépendances. Par exemple, les gens qui travaillent avec JavaScript et Node.js utilisent donc NPM, Node Package Manager, qui permet de télécharger les librairies. Ceux qui travaillent avec Python, ils utilisent l'outil Pipe pour télécharger, pour installer les dépendances, etc. Donc, ceux qui travaillent avec .NET, la même chose. Donc, dans tous les langages de programmation, il y a toujours des outils qui sont utilisés et qui vont permettre de se connecter facilement à Internet, d'identifier la librairie, de la télécharger et de la mettre dans le projet. C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc ici, donc, je crée le projet Java à Maven. Ici, donc, je vais travailler avec Java 17.
En fait, la version de Java, donc la plus recommandée, donc si vous voulez, dans votre machine, il faut avoir. Vous voyez, donc vous pouvez avoir plusieurs versions de Java dans votre machine, mais après, quand vous créez un projet, donc vous spécifiez la version. Dans notre cas, on va travailler avec Java version 17. Voilà, donc c'est tout. Ben, après, on va créer le projet. Alors, nouvelle fenêtre. Donc, cette fenêtre-là. This window, comme ça je remplace la fenêtre qui existe. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai un simple projet Java dans lequel j'ai une méthode main et une classe main qui fait tout simplement qui affiche un message hello world. Donc si vous l'exécutez, bon, ça vous donne tout simplement une simple application Java qui permet d'afficher ce message hello world. Alors dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut créer en fait un web service. Et bien pour créer un web service, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer d'abord ce package-là qui est créé. Je vais le supprimer, je n'ai pas besoin. Delete. Je supprime ça. Delete. Et puis dans un projet, en fait, Maven, le code source se trouve dans le dossier Java. Et ici, donc, je vais créer un web service. Et justement, pour créer un web service, je vais créer une classe Java qui se trouve dans un package WS, je l'appelle WS comme ça, point, et le nom de la classe s'appelle banque service. Bon, je l'appelle comme ça, banque service. Alors vous voyez ici, donc qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois une classe Java qui se trouve dans un package qui s'appelle WS. Alors vous voyez donc le package, donc je rappelle, c'est juste un dossier dans lequel on va stocker un ensemble de classes. Ici, donc, c'est comme si vous, dans Java, vous créez un package qui s'appelle WS, à l'intérieur duquel vous créez une classe banque service. Alors, dans notre cas, nous avons besoin de créer un web service qui contient 3 méthodes. La première méthode, c'est une méthode qui permet de faire la conversion. Cette méthode, on va lui donner un montant en paramètres, montant par exemple en euros. Et il va retourner en fait le montant en dirhams. Donc, on va retourner. Supposons que un montant en euros, donc pour le convertir en dirhams, on va le multiplier par exemple par 11. Bon, ça, c'est-à-dire on va retourner le montant multiplié par 11. Et puis j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter un compte, ici. Alors la méthode, je vais l'appeler getCount. Cette méthode, elle reçoit un paramètre qui est le code du compte. Alors, sauf que cette fois-ci, pour créer cette méthode getCount, j'ai besoin de la classe count. Parce qu'en fait, un count, c'est une classe que je dois créer. Et donc, justement, je vais créer la classe count. Et ben, je vais... Alors, avec, en fait, IntelliJ, donc, quand vous voyez une classe ici qui n'est pas créée, bon, vous avez ici sélectionné, il y a une petite liste qui nous indique qu'est-ce que vous voulez créer la classe. Bon, je vais créer la classe, et ben, tout simplement. Sinon, on utilise Alt. Si je clique Alt Entrée, j'ai les suggestions, et ça permet toujours, c'est très important dans IntelliJ parce que vous avez, c'est un IDE qui est qui est très intelligent en quelque sorte et qui vous propose toujours c'est-à-dire des raccourcis, et c'est très important d'exploiter tout ça. Donc vous voyez, donc ici, au lieu d'aller ici, vous mettez new class et etc. Tout simplement faites ici Alt Entrée, créer la classe. Comment s'appelle la classe? Par défaut, il va lui donner le nom de la classe séquente. Il va la mettre dans le même package WS. OK. Il crée la classe count. Okay. Donc, vous voyez, donc, je viens de créer la classe count. Alors, ça, c'est juste des commentaires. Donc, je supprime à chaque fois. Alors, dans notre cas, un count est défini par un code qui est de type int, qui est privé, par le solde, qui est de type double, et par la date création. Alors la date création de type date. Alors vous voyez, donc le type date, c'est un type qui se trouve dans le package java.util. C'est pour cela que ici, donc quand je sélectionne date java.util, vous voyez, donc il est automatiquement importé ici. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Bon, les importations souvent on les fait pas manuellement comme ça. Je cherche une classe date, parce que si vous écrivez date comme ça, il va vous dire que la classe date il se trouve quelque part. Il faut l'importer.
Sinon, si vous mettez date, et après vous avez la proposition, donc il fait l'importation automatiquement. Ici, l'attribut s'appelle date création. S'il te plaît, monsieur, c'est quoi la différence? J'ai vu date.sql et date utile. C'est Alors, quoi en la fait, différence? alors, en fait, donc en fait, le type date, si vous voulez. Alors, attendez. Alors, le type date, il existe plusieurs façons en fait pour utiliser les types date. Alors, le plus ancien d'abord, c'est java.util. Ça, c'est pour le type date, c'est-à-dire vous l'utilisez dans n'importe quelle partie de votre application. Et après, il y a un type date qui a été créé principalement qui est utilisé dans l'API JDBC, qui permet de se connecter vers les bases de données relationnelles. Et généralement, l'API JDBC, donc vous aurez l'occasion de l'étudier, quand il manipule des dates, généralement, il utilise java.sql. Donc pour vous, pour faciliter un peu votre compréhension, quand vous travaillez avec les dates, vous utilisez le type date java.util, mais rarement, c'est très rare que vous allez utiliser java.sql, à moins si vous êtes en train de faire des accès aux bases de données en utilisant l'API JDBC, et vous allez parfois être obligé de passer par les dates du paquet java.sql. Mais d'une manière générale, donc dans la majorité des cas, on utilise soit date, c'est le cas le plus courant de java.util, ou bien il y a local date de java.time. Alors ça, date, local date, bon, ce sont deux façons les plus courantes qu'on utilise pour gérer les dates. Mais après, vous avez toujours des conversions entre le type date java.util vers date.sql, etc. Mais ça, c'est des petits détails que vous pouvez retrouver par la suite. C'est clair? Oui, merci. Voilà, alors donc j'ai la date création. Et puis donc vous avez déjà appris généralement quand on crée une classe, souvent dans la majorité des cas les attributs sont privés. Alors je rappelle juste que en fait privé, bon, si je profite toujours de l'occasion parce que je sais que à chaque fois même si vous allez reprendre ces concepts fondamentaux, c'est-à-dire ces concepts fondamentaux de l'orienté objet, donc je rappelle juste qu'en fait un objet, on peut dire que en fait un objet d'une manière générale, un objet est défini par deux choses, par un état et un comportement. Alors, on peut le représenter comme ça, un objet comme ça, comme étant, c'est une structure d'abord qui est stockée dans la mémoire de l'ordinateur et qui est définie par deux parties. Il y a l'état et le comportement. L'état, state, l'état de l'objet, et puis il y a le comportement. Alors c'est quoi l'état de l'objet? L'état de l'objet, donc c'est l'ensemble des variables, l'ensemble des propriétés de l'objet. C'est l'ensemble des variables. Dans notre cas, le compte, notre compte, c'est quoi son état? C'est la variable code. Par exemple, le code égale à 1, le solde égale par exemple 9000 et la date création égale une date. Donc vous voyez donc les variables de l'objet, les propriétés de l'objet, les variables de l'objet, ils définissent ce qu'on appelle l'état. En fait, l'état, c'est variable. Et puis il y a le comportement. Alors le comportement, c'est les méthodes. C'est les opérations que l'objet peut effectuer. Par exemple, un compte, supposons que ça c'est un compte bancaire par exemple, ben, le comportement, ça peut être par exemple une opération verser un montant dans le compte. Donc verser, c'est une opération qui permet de verser un montant dans le solde. Retirer un montant du compte, faire des opérations sur le compte. Donc c'est-à-dire que les méthodes, ça représente des opérations que l'objet peut effectuer. Bon, ça c'est naturellement, c'est comme ça qu'on définit généralement un objet. Et généralement, l'état de l'objet, il est privé. Vous voyez, donc ici, privé. Il est privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un autre objet,
un autre objet par exemple, ben, il n'a pas le droit une autre classe n'a pas le droit d'accéder directement aux variables ou à l'état de l'objet. C'est-à-dire, on peut pas, par exemple, un objet ne peut pas lire, ni lire, ni modifier la valeur du solde de l'objet. Donc, c'est-à-dire que privé, ça veut dire que c'est une variable, c'est un attribut qui ne peut être lu et modifié qu'à l'intérieur de la classe. Ben justement, et après, par la suite, donc pour qu'un objet puisse lire, par exemple, la valeur du code, ben si vous avez des attributs privés, on a besoin de créer ce qu'on appelle les getters et setters. Pour ça, vous avez vu ça dans Java. En fait, le getter, le get, par exemple, get code et set sold, set sold. Alors, si par exemple un objet veut par exemple consulter le sold, ben, il va faire appel à la méthode get sold. Bon, les méthodes sont publiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire on peut faire appel aux méthodes, c'est-à-dire ils sont accessibles de l'extérieur. Quand j'appelle get sold, bon, la méthode get sold, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à la variable sold parce qu'il a le droit. Il va lire la valeur et après il va retourner la valeur ici. Donc vous voyez donc un autre objet, quand il veut faire appel, par exemple, quand il veut consulter, il a besoin d'appeler la méthode get sold. Alors getSold, c'est une méthode qui permet de consulter la valeur du solde de l'objet. Et si on veut modifier par exemple le solde, ben, l'objet a besoin de faire appel à la méthode set. Les setters, c'est pour modifier. Set solde. Par exemple 500. Bon, c'est-à-dire demander set solde. Je veux mettre dans le solde 500. Ben, qu'est-ce qu'il fait la méthode setSold? Il va prendre 500 et il va le mettre dans la variable solde. Bon, c'est-à-dire les getters et les setters. Les getters, c'est des méthodes qui permettent de lire et de consulter la valeur des attributs qui sont privés. Et les setters, c'est des méthodes qui permettent de modifier la valeur des attributs privés. Alors ce principe-là, c'est ce qu'on appelle dans l'orienté objet, ce qu'on appelle le principe de l'encapsulation. L'encapsulation. Alors, je donne toujours un exemple. C'est comme ça, par exemple, par exemple, vous avez votre poche. Vous avez votre poche. Alors, votre poche, il n'est pas public, il est privé. Il est privé, ça veut dire quoi? Il est privé, ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre poche. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un d'autre, qui veut, par exemple, accéder à la poche, il n'a pas le droit d'accéder à votre état. C'est-à-dire d'accéder directement à votre poche. Donc, s'il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans votre poche, il n'a qu'à vous le demander. C'est comme si vous dites à quelqu'un, ne touche pas mes affaires. Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à me le demander. Ben, c'est-à-dire que vous demandez, si quelqu'un veut par exemple savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre poche, il va vous demander, est-ce que vous pouvez me donner ce qu'il y a dans votre poche? Et après, ça c'est get. C'est-à-dire, on vous demande une information dont vous êtes le seul qui est capable d'accéder à cette information. Donc, et après, donc ça c'est le getter. Et vous allez accéder à votre poche, vous allez lire la variable et après vous pouvez lui donner si vous voulez. Et après, s'il vous demande, s'il veut mettre de l'argent dans votre poche, il n'a qu'à vous appeler le setter. Il vous donne le montant, il vous donne de l'argent et c'est à vous de le mettre dans le solde. C'est presque le même principe. Un objet, d'une manière générale, c'est une structure qui est stockée dans la mémoire et qui est définie par deux choses, l'état et le comportement. L'état, c'est les variables de l'objet. Et le comportement, c'est les méthodes, c'est les opérations. Bon, ça c'est juste entre parenthèses, c'est des choses dont vous avez parlé, mais vous allez encore en parler demain dans la partie orientée objet. Et vous allez encore à chaque fois parler de objet, classe, objet, classe, objet, classe. Mais je vous conseille vivement, donc c'est une partie qui est très importante pour les gens qui ne maîtrisent pas ce concept-là. Il faut vraiment c'est-à-dire lui donner assez de temps. Donc, vous voyez donc les attributs, si vous avez des attributs privés, bah, on a besoin des getters et setters.
get set. Alors pour les getters et setters, c'est des méthodes qu'on peut générer. Vous voyez ici donc avec IntelliJ, vous avez ici code generate getters and setters. Generate. Et vous voyez donc qu'on peut générer les getters et setters pour toutes les variables. Et vous voyez donc là, il y a get code, set code, get sold, set sold, get date création, set date création. Alors, donc ça c'est les attributs. Nous aurons besoin également d'un constructeur sans paramètres. Si générer un constructeur. Donc je rappelle juste le constructeur, c'est-à-dire son rôle c'est initialiser l'objet. C'est-à-dire au moment de la création d'un objet, ce qui est appelé c'est le constructeur. Le constructeur, c'est la méthode qui est appelée au moment de la création d'un objet. Donc ici donc j'ai un constructeur sans paramètres, mais également on a souvent besoin de générer un constructeur avec paramètres. Parce qu'en fait on peut avoir plusieurs constructeurs. Vous voyez ici. Donc j'ai un constructeur, c'est-à-dire pour créer un compte, je peux faire appel à ce constructeur et j'ai besoin de lui donner le code, le solde et la date création. Et je peux créer un compte sans préciser de paramètres. Donc ça c'est, j'ai deux constructeurs, un constructeur ce qu'on appelle par défaut, un constructeur avec paramètres, et puis j'ai les getters et setters. Vous voyez donc tout ce code-là, c'est des codes généralement qu'on n'écrit pas, c'est des codes qui sont générés. C'est du code, mais il faut comprendre à quoi ça sert. Alors pour le refaire, donc je fais également d'une autre manière Alt Entrée. Souvent si vous faites Alt, plutôt c'est donc ici Alt Entrée, vous allez avoir la même chose. Si vous voyez donc les getters et setters. Et puis j'ai le constructeur avec paramètres. Et j'ai le constructeur sans paramètres. Alors tout ça c'est des choses. Bon, bref, donc j'ai une classe compte que j'ai créée. Alors maintenant, je reviens vers le web service. Vous voyez donc le web service, c'est une classe dans laquelle j'ai créé la méthode conversion. J'ai créé la méthode getCount. Alors maintenant, la méthode getCount, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement retourner un compte. Bon, c'est quoi un compte? C'est new. Alors pour créer un objet d'une classe, de la classe compte, ici on va utiliser new, un objet de la classe compte. Et c'est donc vous voyez donc j'appelle ici le constructeur et dans notre cas ici le constructeur, vous voyez donc je peux faire appel au constructeur sans paramètres et comme je peux faire appel au constructeur avec paramètres. Alors dans notre cas ici donc le constructeur avec paramètres, donc on va lui préciser le code. Ici je vais prendre le même paramètre que j'ai de la méthode le code, le solde, je peux mettre par exemple 8700 et la date création, je peux mettre la date système et la date système c'est new date, c'est la date système comme ça. Alors pour ne pas mettre un solde fixe comme ça, je vais utiliser un nombre aléatoire. Pour un nombre aléatoire, donc c'est mat.random. Donc random, ça permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 que je vais multiplier par exemple par 6000 par exemple ou 60 000. Donc ça veut dire que ça me donne aléatoirement un nombre entre 0 et 60 000. Donc ça peut être n'importe quel chiffre, peu importe. Et puis j'ai une méthode qui permet de consulter un tableau de comptes. C'est une liste qui contient des comptes. Alors la méthode, je vais l'appeler list compte. Alors si on travaille avec Java 17, donc on peut créer une liste de manière facile comme ça. Ici directement, je peux utiliser le type list. Vous voyez donc la même chose, list, c'est-à-dire il se trouve dans le package java.util. Donc je peux utiliser list off directement et je peux mettre les comptes list off et après je crée un premier compte, je fais copier-coller ici. Donc ça c'est un compte avec le code égal à 1, virgule, le deuxième compte et le troisième compte. Vous voyez ici, donc je crée ici une liste qui contient 3 comptes. Le premier avec le code égal à 1, le deuxième avec le compte égal à 2 et le troisième avec le compte égal à 3. Donc bref, donc ça c'est une simple classe Java. Bon, c'est une classe Java qui contient trois méthodes. Ok. Alors ce genre de classe,
Généralement, c'est ce qu'on appelle un POJO. POJO. Bon, ça, c'est un terme qui est très connu dans Java. Alors, POJO, ça veut dire Plain Old Java Object. POJO. Bon, si jamais vous entendez parler de un POJO, c'est juste ça. Plain Old Java Object, ça veut dire quoi un POJO? Ben, c'est une simple classe Java que vous pouvez appeler comme vous voulez, qui contient des méthodes. Et ces méthodes, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Il n'y a pas d'exigence. C'est une simple classe Java, bon, ce qu'on appelle un POJO. Mais bon, ça c'est juste entre parenthèses. Alors maintenant, pour que cette classe soit un web service, ben, nous avons dit que on a besoin d'utiliser des annotations. Alors, quelles sont les annotations qu'on va utiliser? Alors, rappelez-vous, donc j'ai parlé de 3 annotations principales. Il y a web service, web method et web param. Alors, sauf que si vous mettez ici l'annotation web service, vous n'allez pas trouver web service. Donc, web service, c'est une annotation, même si vous voulez importer, ben, il vous dit que ici, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Alors, pourquoi tout simplement? Parce que l'annotation web service, c'est une annotation qui fait partie de JAX-WS. Alors, JAX-WS, c'est une librairie qui ne fait pas partie de Java par défaut. C'est-à-dire, dans Java 17, il n'y a pas de JAX-WS. Donc, c'est-à-dire c'est une librairie que vous devrez intégrer. Alors, bon, ça c'est juste entre parenthèses. En fait, JAX-WS, il faisait partie des anciennes versions de Java, c'est-à-dire le GDK. Par exemple, si vous travaillez avec Java 8, vous allez trouver dans Java 8, le JAX-WS, il fait partie du GDK 1.8. Alors, sauf qu'à partir de la version 9 de Java, bon, Java a été racheté par Oracle. Et du moment que en fait, Java a été racheté par Oracle, bah, en fait, c'est-à-dire Oracle, il était obligé de supprimer de Java tous les packages communautaires. Parce qu'en fait, c'est Sun Microsystems qui avait développé Java. Et donc, à l'époque, Sun Microsystems, il y a des choses qui ont été développées par Sun, mais après, il y a la communauté qui développait des packages, c'est-à-dire, et les packages communautaires, c'était des packages qui commençaient par Java X. Vous voyez ici, donc c'est Java, le package Java, c'est-à-dire c'est du package qui est développé par Sun, et tout ce qui est les packages Java, ça s'appelait Java X point quelque chose, comme Java FX, comme Java par exemple Swing. Il y a pas mal de packages qui commencent par Java X. Alors, et par exemple comme JAX-WS, alors tous les packages Java X n'appartenaient pas en fait à Sun, c'est-à-dire c'est des packages qui étaient développés par la communauté. Donc ça veut dire que Oracle, comme c'est-à-dire quand il avait racheté Java, et il n'avait pas le droit de garder les packages JavaX dans le GDK. Parce qu'en fait, ça c'est pour... Donc il était obligé donc, de tout ce qui est JavaX, de le faire sortir de Java. Et du coup, donc, si vous travaillez avec Java 9, 10, 11, etc. jusqu'à les différentes versions, c'est-à-dire que tout ce qui est les packages JavaX ne font pas partie du GDK par défaut. Et du coup, donc, si vous voulez les ajouter, il faut ajouter des librairies qu'il faut intégrer. Bon, ça, c'est juste entre parenthèses. Et justement, parmi les choses que vous n'allez pas trouver dans Java 17, il y a JAX-WS. Ben justement, comment? Maintenant, on a besoin de JAX-WS. J'ai besoin de la librairie. Et comment on va l'intégrer? Et bien, du moment que j'ai un projet Maven, vous voyez ici, donc, ici, un projet Maven, c'est un projet qui possède un fichier qui s'appelle pom.xml. Bon, le fichier pom.xml, c'est le fichier dans lequel on va déclarer les dépendances. Et justement, pour par exemple JAX-WS, pour chercher les dépendances, c'est très simple. On va chercher sur le web, on va taper JAX-WS Maven, JAX-WS implémentation Maven Dependency. Et vous voyez donc c'est très rapide, donc vous trouverez la dépendance. Vous prenez la version, par exemple la dernière version, et vous prenez donc ce code XML ici, et vous allez le copier dans le POM XML, dans un élément dependencies, et à l'intérieur de dependencies, vous allez ajouter copier-coller. Donc vous voyez, donc ça c'est la dépendance de JAX-WS avec sa version
4.0.2. Donc c'est maintenant, si vous mettez à jour, il y a un petit bouton ici qui apparaît de Maven. Si vous cliquez dessus, il va télécharger, il va mettre à jour Maven, il va lire le fichier .xml. Et comme il y a cette dépendance, donc c'est Maven qui va se connecter à Internet pour télécharger donc les librairies concernant JAX-WS. Bon, c'est pour cela que j'ai besoin de cliquer sur ce petit bouton là M ici pour qu'il puisse aller chercher les dépendances. Sinon, je fais quelque chose comme Maven Reload Project en cliquant avec le bouton droit. Également, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, si je cherche dans les librairies ici, ben, je trouve il y a des librairies qui ont été ajoutées, JAX-WS, etc. Vous voyez ici, JAX-Binding, etc. Toutes ces librairies-là, c'est pas moi qui les ai téléchargées, ben, c'est Maven qui, à travers ce fichier .xml, qui va se connecter à Internet et qui va télécharger les dépendances. Donc c'est plus simple. Alors maintenant, du moment que j'ai plutôt JAX-WS, maintenant si je fais CTRL espace, je vois ici maintenant j'ai Web Service. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai la notation Web Service. Et vous voyez donc avant, dans les anciennes versions, le package s'appelait JavaX. Mais dans les nouvelles versions, tout ce qui est JavaX devient ce qu'on appelle Jakarta. Donc c'est juste en fait une exigence particulière, parce qu'en fait tout ce qui est les spécifications J2E, ils sont pris en charge par un organisme qui s'appelle Jakarta, qui fait partie de la fondation Eclipse. Voilà. Donc ça c'est juste une histoire de Java. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, donc vous voyez donc ici donc le package plutôt JAX-WS. C'est une annotation qui se trouve dans JAX-WS. Et JAX-WS, donc ça c'est le package qui est importé ici. Alors pour donner un nom web service, on va utiliser service name. Alors comment il s'appelle le web service? C'est banque, j'appelle banque WS. Donc je peux lui donner le nom comme ça. Et puis chaque méthode doit être précédée par l'annotation web méthode. Si vous voulez attribuer une opération, plutôt le nom à l'opération, vous mettez operation name. Et ici, donc, je peux l'appeler conversion, par exemple, euro to dirham. Alors, juste le nom de l'opération, il faut faire attention, il ne faut jamais mettre des espaces. Pour ça, c'est euro to dirham. Donc, pas d'espace. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et puis, donc, le paramètre. Le paramètre MT, je ne veux pas l'appeler MT, je veux l'appeler montant. Donc, je vais utiliser la notation web param. Ici, name, le nom des paramètres, c'est montant. Voilà, donc ça, c'est la notation web param. Je fais la même chose ici, web method. Bon, ici, donc, je n'ai pas besoin de mettre operation name, donc il va garder par défaut le nom de la méthode. Ici, le paramètre, je vais utiliser la notation web param, la même chose, web param, name égale à code. Cette méthode-là va être précédée par la notation web méthode. Voilà. Et c'est fini. Alors ici, donc, qu'est-ce que je viens de faire? Donc avec JAX-WS, donc je viens d'utiliser les annotations web service, web méthode, web param. Et maintenant, nous avons créé un web service qui est basé sur JAX-WS. Alors maintenant, notre web service là, ben, on a besoin de le déployer. Alors pour le déployer, ça veut dire il faut qu'il soit dans un serveur, web. Donc nous avons besoin maintenant de déployer ça dans un serveur HTTP. Alors avec JAX-WS, on va voir comment créer ce qu'on appelle un serveur JAX-WS. Alors pour cela, pour créer un serveur JAX-WS, je vais créer une nouvelle classe, une application Java. Ici, une classe. Bon, je peux la mettre quelque part dans un autre package ici. Dans le même package, je vais l'appeler serveur JAX-WS. Alors ça, c'est notre application qu'on va démarrer. Il contient la méthode main. Alors maintenant, pour créer un serveur JAX-WS, c'est très simple. Il suffit d'utiliser une classe qui s'appelle endpoint. Bon, c'est une classe qui fait partie de JAX-WS, qui contient une méthode qui s'appelle publish. Je vais publier le web service dans une adresse. Bon, l'adresse, je peux la choisir http:// par exemple localhost.
c'est-à-dire la machine locale, localhost, deux points, le numéro de port. Alors ici, donc le numéro de port, je vais choisir n'importe quel port, 8787 slash. Et puis, le deuxième paramètre, c'est le web service. Alors, le web service, c'est cette classe. Donc, il faut créer un objet de la classe bank service. Et pour cela, on va utiliser new bank service. Et c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Avec en fait, la méthode publish de la classe endpoint, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de démarrer un serveur HTTP, un serveur web local, un serveur HTTP, qui est accessible pour le moment au localhost, c'est-à-dire il ne peut être accessible que dans la machine locale, dans cette machine-là. Et ce serveur-là, il a un numéro de port. Donc il faut juste noter que généralement chaque serveur, parce que dans une même machine, dans un même ordinateur, on peut démarrer plusieurs serveurs. Je peux démarrer un serveur web, un serveur de messagerie, je peux démarrer un serveur de base de données, je peux démarrer... Donc, dans une même machine, je peux démarrer plusieurs serveurs en tant qu'application. Et donc, si je démarre, bien sûr, plusieurs applications, bien plusieurs serveurs dans la même machine, et bien pour faire la différence entre, par exemple, Apache et MySQL, ben chaque serveur utilise ce qu'on appelle un numéro de port. Donc, c'est-à-dire chaque serveur il est identifié par un numéro qui fait la différence entre, c'est-à-dire la différence entre les serveurs. C'est ce qu'on appelle le numéro de port. Alors ici, donc, on peut choisir un numéro de port quelconque. Dans notre cas, on va utiliser 8787. Et puis, donc, voilà, le web service. Alors, et maintenant, bien sûr, si vous mettez localhost, ça veut dire que le web service n'est accessible qu'en local. Or, normalement, un web service, quand on le crée, bah, on démarre notre serveur ici. Notre serveur, il va utiliser le port 8080, plutôt 8787. Alors, si vous mettez en local, ça veut dire qu'il ne peut être accessible que dans ma machine. Mais en réalité, le web service, il n'est pas fait pour ça. C'est pour créer les systèmes distribués, rappelez-vous. C'est-à-dire que quand je démarre un web service dans ma machine, ben c'est un web service que je peux consulter à partir d'une autre machine. C'est-à-dire que un web service, il est fait pour être accessible en mode remote, à distance. Donc, ce qui fait que pour ne pas mettre localhost, on peut mettre ici à la place de localhost 0, l'adresse IP par exemple 0.0.0. Alors ici donc 0.0.0.0, c'est-à-dire quelle que soit l'adresse IP, quelle que soit c'est-à-dire quelle que soit l'adresse IP c'est-à-dire quelle que soit l'interface réseau. Si par exemple j'ai une machine qui contient deux cartes réseau, bien plusieurs cartes réseau, bah, c'est-à-dire que mon web service il peut être consulté à travers n'importe quelle carte réseau, c'est-à-dire à partir de n'importe quel réseau local si vous voulez, n'importe quelle adresse IP. Bon, ici donc comme ça mon web service, quand vous allez faire le TP, la prochaine fois je vous laisserai bien sûr faire tout ça en classe. Quand vous allez faire le TP, vous allez démarrer le web service dans une machine et puis vous allez essayer de le consulter à partir d'une autre machine. Et comme ça, vous allez voir l'intérêt. Ici, donc, je vais afficher un message web service déployé sur cette adresse-là. Bon, sauf que pour ne pas faire ça, donc je peux déclarer ici une variable que je vais appeler URL. Comme ça, dans laquelle je vais mettre l'adresse. Et comme ça, ici, je vais mettre, au lieu de mettre ça, je mets l'adresse URL. C'est la variable. Et comme ça, ici, donc, je vais faire ici sur l'adresse URL. Pour ne pas faire des copier-coller. Voilà. Je démarre maintenant. Ça, c'est mon serveur. Je démarre. Run application. Vous voyez, donc, je viens de démarrer le serveur. Ça veut dire, techniquement parlant, voilà ce que j'ai fait. Techniquement parlant, j'ai créé ça. J'ai démarré le serveur JAX-WS qui utilise le port 8787 et ce serveur-là, c'est un serveur HTTP qui a créé un web service, les New Bank Service. Et maintenant, via JAX-WS, il y a une librairie que j'ai utilisée qui est JAX-WS et qui va me permettre d'accéder à ce web service à distance. Alors justement,
Nous allons passer maintenant, nous avons fait la première partie, la deuxième partie. Vous voyez, donc nous avons créé le web service. Nous avons déployé le web service en utilisant un serveur JAX WS. Alors maintenant, troisième partie, je vais lancer mon navigateur et je vais essayer de contacter le web service. Donc vous voyez donc mon web service il est démarré, comme ça. Ben, je vais essayer de consulter. Je lance mon navigateur. Je vais taper HTTP localhost. Le port c'est 8787. Et puis vous allez juste, si vous voulez voir le WSDL, vous allez ajouter point d'interrogation WSDL. Alors si vous mettez point d'interrogation WSDL, regardez ce qui se passe. Là, vous allez recevoir quelque chose de très intéressant. Vous voyez donc le serveur, il m'a généré un document XML. Bon, ça c'est un document XML qui s'appelle tout simplement le WSDL, Web Service Description Language. Alors, je rappelle que le WSDL, c'est quoi? C'est un document XML qui contient la description du web service. C'est-à-dire, il contient l'interface du web service. Autrement dit, qu'est-ce qu'on trouve dans le WSDL? On trouve quelles sont les différentes méthodes. Et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors, vous voyez ici, donc, vous voyez Operation, il y a une opération qui s'appelle conversion euro-dirham. Voilà l'input et l'output. GetCount, il y a une méthode getCount, l'input, output. ListCount, input, output. Donc ça c'est l'interface du web service. Alors maintenant si on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans input et output, les paramètres en input et output, il faut voir ici, chaque input il fait référence à un message, ici. Et ici vous allez voir ici des messages qui sont déclarés. Alors vous allez voir ici, il y a des messages. Alors comme il y a trois méthodes, donc c'est-à-dire vous allez avoir ces messages. Pourquoi ces messages? C'est-à-dire un message qui décrit l'input et un message qui décrit l'output. Donc voilà, donc par exemple ici vous avez conversion euro-dirham et vous avez conversion euro-dirham response. Ça c'est pour request, pour l'input. Voilà le message, l'output. GetCount response. ListCount response. Alors maintenant, pour chaque message, si je veux voir qu'est-ce qu'il contient, eh bien, je vais le trouver dans le schéma XML. Alors, vous voyez donc le WSDL il commence par la partie types, ici, dans laquelle il déclare les types de données qui sont manipulés par le web service. Et justement, c'est un schéma XML. Vous voyez donc, c'est un schéma. Ici, pour voir le contenu de ce schéma XML, vous voyez donc ici, on peut le chercher dans cette adresse-là, ici, CTRL-C. Et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Alors, vous voyez, donc ça, c'est un schéma XML qu'on a déjà vu dans des exemples. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce schéma? Regardez. Vous avez des types complexes, des types conversion euro-dirham. Par exemple, pour la méthode conversion euro-dirham, qu'est-ce qu'il a fait l'input? Qu'est-ce qu'on va donner les paramètres d'entrée? Vous voyez, donc ici, il y a le montant qui est de type double. Alors, conversion euro-dirham response, c'est-à-dire en réponse, il va retourner quoi? Un double. Et donc, parce que la méthode conversion, il reçoit un double في l'input et l'output, c'est-à-dire il va retourner un double. La méthode getCount, qu'est-ce qu'il reçoit في l'input? Le code qui est de type int. Et getCount response, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un count. Et c'est quoi un count? Vous voyez donc count c'est un type complexe. Un count est défini par son code qui est de type int, la date de création qui est de type datetime et le sol qui est de type double. Et après vous avez listCount. L'input il n'y a aucun paramètre, c'est un type qui est vide. Et listCount response il va retourner quoi? Des types count. Vous avez min occur c'est 0, max occur c'est unbounded, c'est-à-dire la méthode listCount response il va retourner minimum 0 count, maximum plusieurs comptes, c'est-à-dire de 0 à plusieurs. Alors, vous voyez donc ici, on n'a pas créé le schéma XML, mais ce schéma XML, il est généré par le serveur. Donc, le serveur JAX WS que nous avons créé ici, quand un client demande, ici j'ai tapé l'adresse et j'ai utilisé point d'interrogation WSDL, ça veut dire je demande au serveur
donne-moi ta description. Je demande au serveur, donne-moi l'interface du web service. Et bien sûr, grâce à Ajax WS, il va consulter cette classe avec les annotations que nous avons créées. Ben, il va automatiquement, c'est Ajax WS qui va générer ce WSDL. C'est lui qui va générer ce schéma XML. Et comme vous pouvez le voir dans l'architecture, alors en fait, Ajax WS lui-même va utiliser une librairie qui fait partie de Java, qui s'appelle JAXB. Alors, JAXB, ou bien ce qu'on appelle JAX Binding, JAXB, comme vous voyez ici, ben, c'est une librairie JAXB, JAX Binding. C'est une librairie qui permet de faire ce qu'on appelle le mapping objet XML. Le mapping objet XML. C'est OXM. Alors, ça veut dire quoi le mapping objet XML? C'est-à-dire, j'ai un objet Java, par exemple, un objet compte. Si je veux le convertir en XML, si je veux convertir un objet Java en XML, bah, tout simplement, je peux utiliser JAXB. Je peux faire l'inverse. À partir de XML, je peux construire des objets Java. C'est-à-dire, le passage d'un objet Java vers des données XML ou la même XML Java, des objets Java, ben c'est quelque chose que ça s'appelle le mapping objet XML. C'est-à-dire, mapper un objet, ça devient un XML, ou la même XML, ça devient objet. Et dans Java, pour faire ce mapping objet XML, on utilise la librairie que vous voyez là, c'est JAXB. Donc, vous voyez donc par défaut, JAX WS utilise implicitement JAXB. C'est ce que nous allons voir ici. Bon, c'est avec JAXB qu'il a généré ce schéma-là. Alors, vous voyez donc, déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est dans les web services, pour pouvoir consommer un web service, une application pour qu'il puisse consommer un web service, il a besoin de connaître son interface, c'est-à-dire sa description. Et pour connaître sa description, donc la description d'un web service, il est faite dans un document XML qui s'appelle le WSDL. Alors maintenant, je vais tester le web service. Maintenant, je veux faire appel à ces méthodes. Alors pour faire appel à ces méthodes, eh je vais utiliser un outil qui permet de tester le web service. Alors ici donc l'outil s'appelle SoapUI. Alors je vais l'utiliser en deuxième étape. Alors pour cela, je vais chercher SoapUI que j'ai déjà installé ici. Je vais le lancer. Alors en fait, SoapUI, donc c'est un outil qui permet de tester les web services basés sur le protocole SOAP. Alors comment utiliser cet outil-là? C'est très simple. Vous allez voir ici en quelques secondes, on va tester le web service. Eh bien, avec SoapUI, vous allez créer un projet New SOAP Project. Vous voyez, donc on peut tester un web service SOAP comme on peut tester des web services REST. New SOAP Project. Alors maintenant, pour tester le web service, eh bien, j'ai besoin d'une seule chose. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du WSDL. Alors, ça c'est très important de le savoir. Si par exemple vous êtes dans votre première expérience en entreprise, par exemple dans votre stage PFE ou bien votre première embauche, et après donc il y a c'est-à-dire le responsable, votre responsable, il vous demande je voudrais que tu me testes un web service. Vous voyez donc la question. Je voudrais que tu me testes un web service. Alors s'il vous pose cette question-là, s'il vous pose la question, je voudrais que tu me testes un web service. Alors, quelle est la question que vous devrez poser? D'après vous, si vous avez bien compris, quelle est la question que vous devrez lui poser? Alors que lui, il vous a dit, je veux que tu me testes un web service. Donc, implicitement, il attend une question que vous devrez poser. Laquelle, d'après vous?
Oui. WSDL. Quoi? WSDL. Alors, قبل WSDL. لا اليورال. قبل l'URL. نعم. Est-ce qu'il s'agit d'un web service REST ou bien un SOAP? Voilà, exactement. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais que tu me testes un web service. La question que vous devrez poser d'abord, c'est quel type de web service? Ça, c'est important. Quel type de web service? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un web service basé sur SOAP? Rappelez-vous le cours de la dernière fois. Ou bien, c'est un service de type REST. Parce que nous avons parlé de 4 générations du web service. SOAP, REST, GraphQL et gRPC. Alors, vous voyez donc ici, c'est très important. Déjà, en fait, il va savoir que vous savez déjà, il existe 4 différents types de web services qui sont complètement différents. Alors, maintenant, ici, s'il vous dit, bon, il s'agit d'un web service basé sur SOAP. Alors, s'il vous dit qu'il s'agit d'un web service basé sur SOAP, eh bien, vous allez lui poser la deuxième question. Alors, c'est quoi la deuxième question que vous allez lui poser? Maintenant, eh bien, pour tester un web service basé sur SOAP, vous avez besoin d'une seule chose, c'est le WSDL. C'est-à-dire, vous allez lui demander, donne-moi le WSDL. Alors, si vous avez le WSDL, ben, vous pouvez tester le web service. Pourquoi? Parce que c'est le WSDL qui contient la description du web service. Ben, justement, c'est ce que vous allez voir ici dans le test. Vous voyez donc avec SOAP UI, qu'est-ce qu'il vous demande? Regardez, il vous pose, donne-moi le WSDL. Alors ici, donc, je vais prendre l'adresse. Vous voyez donc le WSDL, voilà son adresse ici. Je connais où trouver le WSDL parce que je connais son adresse. Ben, je vais la saisir là directement, ici. Et ça, c'est le nom du test, du projet, test 1 par exemple. Alors, il y a deux façons, soit que vous tapez l'adresse où se trouve le WSDL, ou bien vous pouvez, si vous avez le fichier enregistré quelque part, vous pouvez le chercher et vous pouvez chercher le WSDL. Alors ici, donc, c'est SOAP UI qui va envoyer une requête vers cette adresse, ok, et il va charger le WSDL. Et vous voyez donc SOAP UI, quand il charge le WSDL, vous voyez, il vous dit, voilà les méthodes. Il y a 3 méthodes. Monsieur, Oui. ce SOAP UI fonctionne de la même manière que Postman. Oui, SOAP UI, mais sauf que ici, Postman, il ne fait pas les web services basés sur SOAP. Postman, il utilise c'est pour les web services basés sur REST, mais les web services basés sur SOAP, ce n'est pas vraiment son point fort. C'est pour cela que si vous utilisez les web services basés sur SOAP, vous allez utiliser SOAP UI. Mais c'est à peu près le même principe. Donc, vous voyez, donc, avec le WSDL, j'ai les méthodes. Alors, quelle est la méthode que je vais tester? Par exemple, conversion euro-dirham. Je fais un double-clic ici. Et vous voyez, regardez quelque chose d'intéressant. Vous voyez donc SOAP UI, il va m'afficher la requête SOAP. Alors, rappelez-vous, c'est quoi une requête SOAP? Une requête SOAP, c'est un message XML. C'est une requête HTTP qui contient un message XML. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? Il y a le nom de l'opération à exécuter. Vous voyez, donc ça, c'est l'opération conversion euro dirham. Et les paramètres. Ici, pour faire appel à la méthode conversion, il me faut envoyer le paramètre montant. Ici, par exemple, je vais mettre 65. Donc ça, c'est le montant de l'opération. Donc ici, il y a le nom de l'opération et les paramètres de la méthode. Alors, si je clique sur le bouton envoyer, vous allez voir ici, j'ai le résultat. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'envoyer une requête SOAP vers le web service. Le web service a fait le traitement. Il m'a rendu le résultat. Ici, donc, vous voyez donc le résultat ici, c'est 715. Je vois bien que la méthode conversion a bien fonctionné. C'est-à-dire à partir d'une machine, je suis maintenant dans une autre machine. À partir d'une autre machine, je suis en train de communiquer avec le web service. Et justement, pour communiquer avec le web service, on revient à la base. Ben, la base, c'est ça. C'est que, rappelez-vous bien, le concept de base, c'est ça. Vous voyez donc, un web service, c'est un objet qui se trouve dans une machine. Et pour faire appel à un web service, un client, une application dans une autre machine, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête HTTP. Et cette requête-là contient un message XML.
dans lequel on trouve le nom de l'opération et les paramètres de l'opération. Donc, avec SoapUI, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on envoie la requête, la machine, j'envoie une requête vers le serveur. Le serveur va exécuter la méthode conversion. Il va faire le traitement, il va rendre un résultat. Et ce résultat va être envoyé sous forme d'une réponse, ce qu'on appelle la réponse SOAP. SOAP Response. Et donc, vous voyez, donc c'est ce que je vois ici. Dans SOAP Response, je vois ici la réponse SOAP. Ici, je vois bien le résultat, c'est 715. Alors, la même chose ici, getCount, si je fais un double-clic, je veux tester ici getCount. Il faut envoyer le code, par exemple, le code égale à 2. J'envoie la requête et je vois la réponse. C'est quoi la réponse? Parce que, rappelez-vous, donc la méthode getCount, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, je suis en train de faire appel à la méthode getCount, ici. Alors, la méthode getCount, qu'est-ce qu'elle fait? Il reçoit le code. Il va me retourner un objet count avec un code, avec un solde et avec une date de création. Parce qu'en fait, un count est défini par le code, le solde et la date de création. Et bien, maintenant, le web service, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il va créer un count, mais cet objet count-là, il va le convertir en XML. Et pour le convertir en XML, vous voyez donc JAX-WS va utiliser JAX-B, qui va prendre l'objet count, il va le convertir en XML et ces données XML vont être envoyées vers le client. Vous voyez ici le résultat. Ici, ça c'est la requête SOAP et ça c'est ce qu'on appelle la réponse SOAP, Simple Object Access Protocol. Et donc je vois un count ici, il a son code, il y a la date de création et le solde. Alors la même chose ici, list count, je veux tester la list count. Eh bien, j'ai ici, il n'y a pas de paramètres, j'envoie la requête et je vois la liste des comptes. Alors en fait, les list counts, vous voyez donc la méthode list count, qu'est-ce qu'il retourne? Ici dans le web service, il va retourner une liste qui contient 3 comptes. Il y a 1, 2, 3. C'est ce que je vois ici. Je vois le premier compte, le deuxième compte et le troisième compte. Chaque compte est défini par le code, la date de création et le solde. Alors vous voyez maintenant, XML, avant on créait nos documents en format manuellement. Alors maintenant, mais ces messages XML, ils sont générés par l'application. Ils sont générés par JAX-WS via les web services. Donc ici, donc, nous avons réussi à tester le web service. Vous voyez donc, pour tester un web service avec SoapUI, je n'ai pas besoin de quelques minutes, ça suffit. Hein. Bon, je répète, pour tester un web service avec SoapUI, qu'est-ce que je fais? Je crée un projet, Soap Project, je donne l'adresse du WSDL, test, je l'appelle test 2. Je ferme tout ça. Et vous voyez donc ici, donc j'ai mon projet test 2, j'ai les méthodes. Je vais vers une méthode, je fais un double-clic. Je vois bien que pour tester cette méthode, il faut envoyer un code. J'envoie la requête et je vois la réponse. Vous voyez donc, en quelques secondes, vous avez testé. Vous voyez donc ici, après, vous allez copier ça. Vous allez faire une capture écran et vous mettez ça dans un petit rapport et vous l'envoyez avec votre responsable. Vous lui dites, veuillez trouver ci-joint les résultats des tests du web service. Pourquoi ça prouve comme quoi cette méthode-là getCount, ça marche. Etc. Bon, ça c'est juste pour tester. Alors, vous voyez donc votre responsable, quand il vous demande de tester un web service, il savait très bien que si vous savez le faire, vous allez le faire rapidement. Alors, ce genre de choses, soit que vous savez le faire, vous pouvez le faire en quelques minutes, soit que vous savez pas ce que c'est les web services, et vous savez pas ce que c'est SOAP, et vous savez pas les concepts de base de WSDL. Et dans ce cas-là, vous allez passer beaucoup de temps à chercher, à comprendre chaque chose. Bon, en fait, ce genre de cours, ils sont faits justement pour donner ces explications. Alors maintenant, on a fait la troisième étape de l'exercice. C'est-à-dire, nous avons vu maintenant comment, la quatrième étape plutôt. Donc, nous avons vu comment, ici, comment tester avec SoapUI, comment utiliser le protocole SOAP pour tester le web service.
Alors maintenant, on arrive à la cinquième étape ici. On veut cette fois-ci créer un client Java qui permet de consommer le web service. C'est-à-dire que maintenant, votre responsable de projet, cette fois-ci, il va vous dire, oui, c'est bien, donc maintenant je sais que tu peux tester le web service avec SOAP, mais maintenant il va vous demander, je veux que tu me crées une application Java, qui permet de faire appel à un web service, de consommer un web service. Alors s'il vous demande de faire ça, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un nouveau projet. Donc vous oubliez ce projet serveur, donc il est démarré, le web service. Je vais créer un autre projet que je vais appeler client web service. Client WS. Alors client web service, bon, ça me aussi un projet Java, Java 17, pas de problème. Alors bien sûr, ici vous utilisez New Window, comme ça vous ne fermez pas l'autre projet de là où il y a le web service. Donc ça c'est une nouvelle fenêtre. Et puis vous savez que pour consommer un web service, vous avez besoin de JAX-WS. Donc ça veut dire qu'il faut l'ajouter au fichier .xml, ça c'est la première des choses que vous allez faire. Dependencies. Vous cherchez JAX-WS, maintenant vous savez le chercher, il suffit de taper JAX WS implémentation Maven Dependency, vous cliquez sur le lien, vous allez vers le web, vous cherchez la dépendance et puis vous allez le copier dans les dépendances ici. Et puis vous allez cliquer sur ce petit bouton Maven ici pour charger les dépendances. Sinon, pardon. Voilà. Donc je rappelle que quand vous copiez une dépendance dans POM XML, ben, il faudrait en fait que Maven se connecte à Internet pour télécharger la dépendance. Si cette dépendance n'existe pas déjà dans votre machine. Alors pour cela, donc quand vous faites ici Maven reload ou bien, c'est-à-dire vous lui demandez va relire ce fichier POM XML et à chaque fois que tu trouves une dépendance, bah, essaye de la chercher toi-même. Ça suppose que vous avez une connexion Internet. Parce que si votre machine n'est pas connectée, et si la dépendance n'existe pas déjà dans votre machine, eh bien, il va pas trouver cette dépendance-là. Et vous allez voir cette dépendance en rouge. Comme quoi, c'est une dépendance qui n'a pas été téléchargée. Bref. Maintenant, j'ai créé un projet. Mon objectif, c'est de créer un client, ici, qui permet de consommer le web service. C'est-à-dire, je suis dans cette étape-là. Bon, j'ai créé le projet. Et bien, la même chose. J'ai besoin de quoi pour accéder au web service? J'ai besoin d'IWSDL. Alors, regardez ce qu'on va faire cette fois-ci. Je prends le WSDL. Alors, grâce au WSDL, je vais générer ce qu'on appelle un proxy. Je vais générer des classes Java. À partir du WSDL, je vais convertir le WSDL en code Java. Donc, à partir du WSDL, on va générer ce qu'on appelle un proxy. Et après, mon application va utiliser ce code Java qui va être généré pour communiquer facilement avec le web service. Alors, pour qu'on puisse faire cette opération avec IntelliJ, si vous travaillez avec IntelliJ, donc on va juste si on va mettre le curseur sur Java ici, et on va vers Help, ici, Find Action, on va chercher l'outil qui s'appelle WSDL
generate Java code from WSDL ici. Alors par défaut, vous n'allez pas trouver. Donc je rappelle juste que quand vous allez installer en fait IntelliJ, essayez d'utiliser la version Ultimate. Parce qu'en fait, il y a deux versions IntelliJ. Il y a Community et Ultimate. La version Ultimate, c'est une version complète qui contient déjà beaucoup de plugins qui sont installés. Mais normalement, c'est une version qui n'est pas gratuite, la version Ultimate. Mais en tant que des étudiants, avec votre adresse institutionnelle ici à l'INSET, vous pouvez activer donc, c'est-à-dire vous allez avoir une version de 30 jours, mais une fois que le 30 jours va expirer, ben, il faut activer donc c'est-à-dire votre licence IntelliJ en utilisant votre adresse mail. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. En tout cas, si vous avez la version IntelliJ Ultimate, vous allez chercher générer Java Code from WSDL. Si vous ne trouvez pas, vous allez devoir installer un plugin ici dans les préférences de IntelliJ. Alors les préférences de IntelliJ, donc on peut installer ici des plugins, et dans les plugins, vous allez chercher ici sur Marketplace, vous allez chercher JAX WS. Alors JAX WS. Ici, vous allez trouver Jakarta EE, Web Service, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est Jakarta Enterprise Edition Web Service JAX WS. Alors, vous voyez donc ici, il est déjà installé chez moi. Alors, bien sûr, pour vous, si vous la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord de l'installer ici directement. Une fois qu'il est installé, vous allez vers votre code ici. Donc, vous mettez le curseur sur le dossier Java. Parce que si vous mettez Find Action, IntelliJ, il va chercher des actions. Ça dépend de là où vous mettez le curseur. Par exemple, il sait que vous voulez générer du code Java. Ici, vous voyez donc, ici, si vous tapez Generate Java Code from WSDL, vous allez avoir cette fenêtre maintenant qui va nous faire à peu près ce que SoapUI a fait tout à l'heure. Alors maintenant, on a besoin de donner l'adresse du web service. Alors pour donner l'adresse du web service, donc je connais l'adresse, donc je ne sais pas si elle est toujours là, non. Moi je vais la chercher. L'adresse du web service, elle est là, du WSDL. Donc il va vous demander où se trouve le WSDL, voilà son adresse. Donc il faut toujours faire attention si le web service est déjà démarré, parce que si le web service est arrêté, ben, c'est normal, il n'arrivera pas à consulter le WSDL. Après, je vais faire ce test-là. Et puis, je vais lui demander de me générer, d'utiliser, il existe plusieurs librairies qu'on peut utiliser pour créer des proxys, SOAP, parmi lesquels il y a JAX-WS. Ici, donc, il faut s'assurer que vous avez sélectionné Glassfish JAX-WS. Et puis, on va générer ça, le code, dans un package que je vais appeler, par exemple, proxy. Bon, c'est juste un nom quelconque. Voilà, si je l'appelle proxy, OK. Et vous allez voir, regardez, hop. Donc, à partir du WSDL, il m'a généré un package qui s'appelle proxy, qui contient du code Java. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a. Déjà, vous voyez donc il y a le WSDL. Ça, c'est le WSDL. Mais également, vous trouverez ici des classes qui sont générées. Alors maintenant, pour moi, j'ai besoin de créer un client. Et pour créer un client, il suffit de savoir comment utiliser JAX-WS. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Par exemple, la méthode ici main, dans la méthode main de mon application, du client si vous voulez. Alors cette classe, vous pouvez créer dans le package Java exemple, vous pouvez créer une classe que vous allez appeler client web service. Ici, vous mettez la méthode main. Et dans la méthode main, donc vous pouvez, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de chercher une interface qui s'appelle bank service. Donc vous voyez donc, c'est une interface qui a été générée dans le package proxy qui est là. Alors ici, donc ça c'est proxy égale new
banque WS. Alors rappelez-vous donc banque WS, ça représente le nom du web service. Et j'appelle une méthode qui s'appelle getBankServicePort, comme ça. Alors qu'est-ce que je viens de faire ici? Donc je viens de créer un objet, un proxy. Et vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire ce proxy. Maintenant, si vous voulez faire appel à une méthode, ben, il suffit de, par exemple, vous faites system.out.print proxy et vous appelez la méthode conversion euro-dirham. Vous voyez, donc c'est très simple. Vous mettez le montant, vous exécutez et vous allez voir en quelques minutes, vous avez appelé la méthode conversion qui vous a retourné 8800. Vous voyez donc ça, ici, si vous mettez 11, vous êtes en train de faire appel au web service et après le web service, il va vous retourner 121 parce qu'il l'a multiplié par 11. Donc ça a l'air d'être simple, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus intéressant parce que ce qui se passe, c'est ça, regardez bien. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons créé dans une machine M1, j'ai créé un web service. Je l'ai déployé dans un serveur avec le port 87, 87, etc. Et puis j'ai trois méthodes. J'ai déployé ce web service. Maintenant, je suis dans un client Java. Ici, je crée une application Java dans une autre machine M2. Alors maintenant, pour que le client, pour que votre code, votre application cliente, pour qu'il puisse communiquer avec le web service, normalement, la communication se fait via le protocole SOAP. Ça veut dire quoi SOAP? SOAP, ça veut dire c'est HTTP plus XML. Alors, donc, si vous voulez écrire le code directement vous-même, vous allez écrire beaucoup de code. Pourquoi vous allez écrire beaucoup de code? Parce qu'il faut écrire du code qui va envoyer une requête HTTP. Et cette requête va contenir un message XML. Et ce message XML doit respecter un format bien précis pour que le serveur puisse le comprendre. Donc ça, c'est compliqué. Alors, pour ne pas faire ça moi-même, dans mon code, je vais, à partir de WSDL, des moments que j'ai le WSDL, à partir du WSDL, j'ai généré un proxy. Ici. Alors, le proxy, c'est des codes qui a été généré, c'est des codes Java, qui a été généré à partir du WSDL. Et puis, moi, quand je veux faire appel à une méthode, qu'est-ce qu'il fait mon application? Il va demander au proxy. Alors, ce proxy-là, côté client, c'est ce qu'on appelle le stab. Donc, ça, c'est un terme technique qui est utilisé. Le client, il va demander au proxy, je veux appeler, vous voyez donc ici, il est là. J'ai ici le client. J'ai le proxy qui est là. Pour faire appel à la méthode, qu'est-ce qu'il fait le client? Il demande au proxy, je veux appeler la méthode conversion. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Regardez. J'ai appelé proxy.conversion. Je demande au proxy, je veux faire appel à la méthode conversion euro-dirham. Qu'est-ce qu'il va faire le proxy à votre place? C'est lui qui va envoyer une requête SOAP. C'est-à-dire, il va envoyer une requête HTTP qui contient un message XML que vous n'avez pas créé vous-même, mais c'est le proxy qui va générer ce message XML, qui va l'envoyer vers le serveur. Alors, le serveur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Côté serveur, il y a JAX-WS. Alors, JAX-WS va représenter, côté serveur, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le skeleton. En fait, le proxy côté serveur, le proxy côté client, c'est ce qu'on appelle le stab. Et le proxy côté serveur, c'est ce qu'on appelle le skeleton. C'est des termes techniques. Donc, JAX-WS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce message XML, il va le comprendre, et puis c'est JAX-WS qui va faire appel au web service, qui va demander au web service d'exécuter la méthode conversion. Le web service va exécuter la méthode conversion dans une autre machine. Il va retourner le résultat. C'est donc la méthode conversion, il retourne le résultat. Et ce résultat, il va le prendre, il va le mettre il va le convertir en XML. Et après, il va envoyer une réponse SOAP vers le stab.
le proxy. Et le proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces données XML et à partir de ces données XML, il vous donne le résultat. Il va regarder le message XML et il va chercher là où se trouve return. Il prend le résultat et il va le retourner. C'est-à-dire, il va le retourner à l'application. Et l'application, qu'est-ce qu'il reçoit? 121. Vous voyez donc, qu'est-ce que vous avez fait vous? Vous avez appelé conversion avec 11, le paramètre 11. Et qu'est-ce que vous avez reçu? Le résultat, c'est 121. C'est ce que nous avons ici. 11. Et le résultat, c'est 121. Alors, si vous créez ce genre d'application comme ça, bah vous allez dire tout simplement, ça c'est une simple application orientée objet. Pourquoi? Parce que vous avez créé un objet qui s'appelle proxy et vous avez appelé les méthodes de cet objet-là. Mais en réalité, ça c'est pas une application orientée objet, c'est ce qu'on appelle une application orientée objet distribuée. C'est une application orientée objet distribuée. Pourquoi distribuée? Parce que ici, vous êtes en train d'appeler une méthode, conversion, qui se trouve dans une autre machine. Vous êtes en train d'appeler la méthode conversion d'un objet qui se trouve dans une autre machine. Vous ne savez même pas où se trouve cet objet-là, dans quelle machine il se trouve. Tout simplement grâce à quoi? Grâce au WSDL. Parce que le WSDL, lui, il contient déjà toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire appel au web service. Donc ici, donc, vous êtes en train de faire appel à une méthode qui se trouve dans un objet à distance, c'est-à-dire dans un web service. Donc ça, c'est le principe de une application orientée objet distribué. C'est-à-dire, vous avez un objet qui se trouve dans une application qui fait appel aux méthodes d'un autre objet qui se trouve dans une autre application. Mais, vous voyez donc la communication ici, on dit que le client, ici, l'application cliente, communique avec le serveur à travers des intermédiaires. Vous voyez donc, vous avez le client et le web service. Bah, le client, c'est l'application qui consomme. Et le service, c'est l'objet qui fournit le service. Par exemple, ici, le web service, c'est l'objet qui contient les méthodes qui sont exposées. Et le client, c'est l'application qui va consommer ces méthodes. Eh bien, ce client, on dit que le client et le web service communiquent à travers des intermédiaires. Intermédiaires. Ça, c'est un intermédiaire. Il y a un intermédiaire côté client, c'est ce qu'on appelle, c'est un proxy qu'on appelle le stub. Et l'intermédiaire côté serveur, c'est un proxy qu'on appelle le skeleton. Et du coup donc, vous voyez ce que vous avez ici. Alors pour que, donc le terme intermédiaire, c'est ce qu'on appelle également middleware. Donc le terme que nous avons utilisé la dernière fois. Donc ça c'est un middleware. Et ça, c'est middleware. Donc, ici, vous voyez donc le client et le web service communiquent de manière transparente à travers des intermédiaires. Normal, les intermédiaires. Côté client, c'est un proxy qu'on appelle le stub. Et côté serveur, c'est un proxy qu'on appelle le skeleton. Donc, ici, le stub et le skeleton forment ce qu'on appelle la couche middleware. Middleware, c'est-à-dire c'est une couche intermédiaire. C'est une couche logicielle intermédiaire qui permet à un objet qui se trouve dans une machine de communiquer avec un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Donc c'est bien ça le principe des applications distribuées. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Alors je vais vous donner juste un exemple, c'est très simple. Supposons, j'ai ici une personne, par exemple, alors je prends, allez, je sais pas, Hassan. Hassan. Alors Hassan veut communiquer avec une personne qui s'appelle par exemple Ahmed. Bon, imaginez que Ahmed, il offre un service. Et Ahmed, il parle une seule langue, par exemple chinois. Oui, Ahmed, il parle une seule langue chinois.
Et Hassan, bah, Ahmed parle chinois uniquement. Bon. Jing Zhao, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, ici, Hassan, il parle que arabe. Il est évident. Donc, vous voyez, donc, Ahmed, c'est le web service. Et Hassan, c'est le client qui veut demander un service, qui veut consommer le service. Alors maintenant, la communication, pour que Hassan puisse communiquer avec Ahmed, c'est compliqué. Bah, se comprendre parce que c'est-à-dire ils ne parlent pas la même langue. Donc pour que Hassan puisse communiquer avec Ahmed, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer par des intermédiaires. Bah, alors, Hassan va chercher un intermédiaire qui s'appelle par exemple Yassine. Et Ahmed va chercher un intermédiaire de son côté qui s'appelle par exemple Asma. Ok? Alors maintenant, regardez bien. Vous avez plutôt Yassine, il parle deux langues. Yassine, il parle deux langues. Il parle arabe et anglais. Et Asma, il parle deux langues. Il parle anglais et chinois. Eh bien, maintenant, Ahmed peut communiquer avec, plutôt Hassan peut communiquer avec, pour que Hassan puisse communiquer avec Ahmed, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, à chaque fois que Hassan veut poser une question à Ahmed, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va poser la question en arabe à Yassine. Ça, c'est la question. En arabe. Alors, Yassine, donc, vous voyez, donc Yassine, il va jouer le proxy. Le proxy, côté client, c'est ce qu'on appelle le stab. Et Asma va jouer le proxy côté serveur, ce qu'on appelle le skeleton. Bon, donc, à chaque fois que Hassan veut poser la question à Ahmed, ben Hassan va poser la question à Yassine en arabe. Ben Yassine, comme il parle deux langues, donc il va convertir, il va traduire la question de l'arabe en anglais. Donc, c'est-à-dire que Yassine, il va envoyer sa question vers Asma, ça c'est en anglais. Bien sûr, Asma, il va comprendre l'anglais, pas de problème. Et puis, quand il prend la question en anglais, ben, il va poser la question à Ahmed en chinois. Il va la traduire en chinois, ici. C'est du chinois. Et puis, donc, Ahmed va répondre chinois. Et Asma va encore traduire la réponse du chinois vers l'anglais. Et puis, finalement, il y a Yassine qui va traduire l'anglais en arabe. Ici, arabe. Et vous voyez donc ici, c'est le même principe. C'est que vous avez, on peut dire que, est-ce que Hassan communique avec Ahmed? Oui. Voilà, donc est-ce que le client communique avec le web service? Oui. Mais Hassan communique avec Ahmed, mais à travers des intermédiaires. Donc vous voyez donc les intermédiaires. Côté client, c'est un proxy qu'on appelle le stab. Et côté serveur, c'est un proxy qu'on appelle le skeleton. Et vous voyez donc ici le protocole de communication, ici c'est l'anglais. Alors pour le cas du web service SOAP, vous voyez donc la communication se fait. Vous voyez donc le stab et le skeleton communiquent avec le langage, avec le protocole SOAP. C'est quoi SOAP? C'est HTTP XML. Donc vous voyez donc, ça je ne l'ai pas créé, je l'ai généré. Ça je ne l'ai pas créé, c'est fourni. Et du coup donc vous avez, à partir du WSDL, j'ai généré le proxy. Le proxy peut communiquer avec l'autre proxy du web service. Et maintenant, dans mon application, les choses sont devenues très simples. Parce que mon client, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'il puisse consommer un web service, il va passer via des intermédiaires ici. Il fait appel au proxy. Le proxy envoie la requête vers le skeleton. Le skeleton fait appel à la méthode. Le web service retourne le résultat. Et ce résultat va être converti en XML. Le stab va prendre ce XML et il va donner le résultat en Java vers le client. Et le problème est réglé.
Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que maintenant, je ne suis pas obligé de travailler ici avec Java. Ça peut être une application Java et ça peut être du PHP. Ça peut être .NET. Et le même principe. À partir du WSDL, je vais générer le proxy. Et c'est le proxy qui va permettre au client de communiquer avec le web service. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, monsieur, Oui, j'ai une question. oui. Est-ce qu'on peut mettre en place un seul proxy au lieu de deux proxys? Alors, généralement, bon, cette couche-là, si vous avez compris ce principe-là, c'est que vous avez compris le principe parce que Yassine et Asma représentent ce qu'on appelle la couche middleware. C'est les intermédiaires, middleware. Alors maintenant, dans la communication synchrone, généralement, il y a un proxy côté client et un proxy côté serveur. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le proxy côté client, ça peut être par exemple sur du PHP et le proxy côté serveur, c'est du Java. Pourquoi ici Java? Parce que le web service, il est en Java. Et pourquoi ici PHP, le proxy, il est en PHP? Parce que le client, il est du PHP. Donc vous voyez, donc généralement, vous avez deux proxys. Un proxy côté client qui utilise le langage du client et un proxy côté serveur qui utilise le langage du serveur. Et puis, donc, ce proxy-là, cet intermédiaire qui va permettre de faciliter la communication entre les objets distribués. Et donc, vous voyez, donc, on a vu clairement, à travers cet exemple ici, comment faire appel au web service. Je veux appeler la méthode getCount. Vous voyez, donc, ici, j'ai la classe count. Je ne l'ai pas créée ici, vous voyez. Je n'ai pas créé la classe count parce qu'il a été généré dans proxy à partir du WSDL. CP égale proxy. J'appelle la méthode getCount. Je lui donne le code. Vous voyez donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai envoyé une requête encore XML. Ici, il fait appel à la méthode getCount. La méthode getCount va retourner un count. Ce count va être converti en XML. Vous voyez ici. Maintenant, le proxy va prendre ces XML. Il va me donner quoi? Le résultat, c'est du Java. Le résultat qu'il me donne ici, c'est un objet Java. Vous voyez, donc j'appelle getCount. C'est cette getCount qui va envoyer la requête vers le web service. Il récupère des XML et ça devient du Java. Et je vais afficher les informations sur le compte. Par exemple, cp.getCount, code. Je veux afficher le solde, getSold. Et je veux afficher la date création. Alors, si j'exécute, je vois ici, voilà, j'ai le code, j'ai le solde et j'ai la date création. Alors ici, donc, si je peux mettre ici le code égale plus code, le solde égale et ici la date création. Voilà. Je peux faire la même chose ici. Vous voyez ici. Donc, je veux consulter la liste des comptes. Je vais tout simplement faire appel à ici. J'ai une liste de comptes comme résultat. Liste compte, compte list égale c'est stab ou bien proxy point get list count. Et je fais une boucle for pour chaque compte. C'est dans la liste des comptes que j'ai récupéré. Je vais afficher les informations sur le compte. Je fais copier-coller ici. Et là, au lieu de CP, je vais mettre C. Je vais afficher un séparateur comme ça. Et comme c'est une liste, il va m'afficher 3 comptes. Donc, j'exécute. Vous voyez, ici, j'ai la liste des comptes. J'ai le premier compte, j'ai le deuxième compte et j'ai le troisième compte. Et vous voyez ici, quand vous écrivez ce code-là, vous avez l'impression que c'est très simple. Regardez, je crée une simple application qui fait appel aux méthodes d'un web service qui se trouve quelque part.
Mais tout ça grâce à quoi? Ben, grâce au WSDL. Parce que s'il n'y avait pas le WSDL, eh ben, il va falloir écrire beaucoup de code. Parce que grâce au WSDL, j'ai généré ce proxy-là. Et si vous regardez ce proxy-là, vous allez voir, ben, c'est ce proxy-là qui contient, si vous cherchez un peu ce qu'il contient, vous allez trouver, il contient, c'est là où vous allez trouver des trucs XML, etc. Pas mal de choses. Bon, je n'ai pas trouvé ici quelques méthodes, je vais vous montrer. Escompte, oui. C'est des codes qui est généré. Bon, vous pouvez le regarder, mais c'est ce code-là qui va permettre de convertir les objets Java en XML, XML Java, etc. Ben, du coup, donc ici, on peut dire que le client communique avec le web service à travers des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est des proxys. Proxy côté client, c'est ce qu'on appelle le stub, et proxy côté serveur, c'est ce qu'on appelle le skeleton. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, c'est parfait. Alors, si c'est clair, donc vous faites juste un petit OK. Comme ça, voilà, je vois des coups de pouce comme ça, c'est bien, c'est clair. Voilà, alors donc pour les gens qui n'ont pas plutôt compris les petits détails, je pense que vous avez besoin de regarder l'enregistrement de la dernière fois, du cours qu'on a fait la semaine dernière, pour comprendre les concepts de base globalement, c'est quoi WSDL, SOAP, principalement. Vous voyez ici, on n'a pas utilisé UDDI, on a utilisé les deux SOAP et WSDL. Et donc voilà, donc pour le reste, vous aurez juste besoin de pratiquer donc cet exemple-là. C'est implicite, donc ici, c'est une façon de montrer que grâce Ajax WS, donc on peut facilement créer un web service et on peut le consommer de manière très simple. Alors ici dans cette démonstration, on va pas, j'ai pas fait ça et j'ai pas fait un exemple ça. Mais si vous êtes un peu curieux, donc vous pouvez regarder dans la chaîne, vous allez trouver un exemple avec C#, la même chose, et un exemple avec PHP. Mais vraiment, ici, ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour nous, c'est juste de pratiquer et de comprendre d'abord c'est quoi un web service, comment déployer le web service, c'est quoi le WSDL, qu'est-ce qu'il contient, comment utiliser SoapUI pour tester un web service, et comment vous créez un client Java qui permet de consommer un web service basé sur SOAP. Voilà, donc j'arrive à la fin de la séance. Donc je pense que j'ai en fait, ça c'est ce qu'on veut faire. Donc vous voyez, donc je vais partager avec vous l'enregistrement comme d'habitude. Et donc vous allez, la semaine prochaine, donc ça va être une activité pratique, donc en tout cas, dans laquelle je vais vous laisser l'occasion donc de reprendre cet exemple-là. Et c'est-à-dire une fois qu'on réalise cet exemple-là, on va essayer donc de voir quelques autres détails, notamment l'utilisation de JAXB et pour voir des cas un peu plus, d'autres cas particuliers, donc voir les annotations JAXB et tout ce qui va avec JAXWS. Voilà, donc si vous avez bien compris, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là, donc ça suffit aujourd'hui. Et voilà, donc si tout est OK, vous faites un petit OK, un petit coup de pouce comme ça ça monte. Monsieur, Oui. une dernière question. Oui, tout à fait. Si on fait un mise à jour de notre service, Oui, on a besoin de faire un mise à jour aussi de WSDL Exactement. côté client. exactement. Alors ça, c'est le problème que nous avons ici. C'est que par exemple, déjà, bon, c'est bien d'avoir posé cette question. Si je reviens au projet qui contient le web service, déjà vous remarquez, le web service, il est toujours démarré. Si je l'arrête, vous voyez donc pour arrêter notre serveur ici que j'ai démarré tout à l'heure, ici, ce serveur-là. Alors pour l'arrêter pour le moment, le seul moyen, c'est de cliquer sur stop ici ou bien ici. Alors si vous l'arrêtez et vous revenez vers le projet client, ici, alors si vous tentez d'exécuter, ça ne va pas marcher. Vous voyez donc ça vous affiche une exception. C'est normal parce qu'il y a une communication réseau. Il vous dit que
le client n'arrive pas à contacter le web service. Donc déjà, il faut faire attention à ça. Ça, j'ai oublié d'en parler. Donc il faut s'assurer que le web service est démarré. C'est-à-dire le service, parce que c'est normal. Si le service n'est pas démarré, il n'y a rien. Donc il faut que le service soit démarré. Et puis le client, après, vous pouvez l'exécuter, pas de problème. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que si vous changez l'interface du web service, par exemple, vous allez vers le web service, vous ajoutez une méthode. Si vous ajoutez dans le web service une autre méthode, ben, ça veut dire que le WSDL va changer. Ou bien si vous changez la signature de la méthode, le nom de la méthode ou la signature, le WSDL va changer. Et si le WSDL va changer, ça veut dire que le client doit régénérer une nouvelle version du proxy. C'est-à-dire que l'ancien proxy que nous avons généré, ici, le proxy qu'on a généré pour ce client-là, ne va plus fonctionner pour la nouvelle version du web service. Donc, il va falloir encore prendre le nouveau WSDL, on régénère le WSDL et on communique avec le web service. Ça, parce que ça, c'est un proxy qui est statique. Donc, ici, c'est normal. Ça, c'est des problématiques qui sont posées. Alors, donc, si par contre, dans le web service, si vous changez que le contenu des méthodes, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous allez ici, vous changez juste le code de la méthode, vous ne changez pas la signature. Si vous ne changez pas la signature, ça veut dire le WSDL ne va pas changer. Bah, et du coup, donc, ici, vous pouvez changer ce que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre, au lieu de 3 comptes, vous générez 4 comptes. Ou bien vous faites des choses comme ça, etc. Il suffit de redémarrer le serveur. Vous le redémarrez. Et vous allez voir que votre client, il va toujours fonctionner parce que ici, le WSDL n'a pas changé. Alors ici, donc, je vois bien que j'ai un 4 web services. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous conseille quand même de regarder ce qu'on a fait, aussi bien XML et web service. Et comme ça, la semaine prochaine, donc, vous allez profiter de la séance d'activité pratique, de poser vos questions s'il y a des problèmes. Souvent, au départ, il y a toujours parfois des petits problèmes d'installation, de problèmes si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec IntelliJ, d'utiliser Maven, etc. Donc, c'est des choses, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez prendre l'habitude, ça c'est des choses tout à fait normales. Et surtout si vous voyez que par exemple la partie web, la partie Java qui se répète, c'est que parfois c'est des choses qui vont se répéter tout le temps. Et à force de répéter à chaque fois des concepts, à un moment donné, vous allez finir par retenir mieux un peu les choses. Et donc, voilà, donc c'est juste de dire que quand vous travaillez par exemple sur XML, après vous allez vers Java, vous avez l'impression que vous oubliez un peu ce que vous avez fait XML. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas retenir, c'est-à-dire tout dans c'est à force de faire la pratique, de pratiquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après vous allez voir, vous allez commencer à retenir rapidement donc, les éléments, et ça va vous permettre d'aller un peu relativement plus vite. Mais au départ, ne cherchez pas à aller trop vite comme je le fais moi. Prenez le temps, chaque chose, vous revenez. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous arrêtez, vous revenez en arrière, essayez de comprendre. C'est comme ça qu'on peut monter en compétence. Et surtout, faites pas des choses que vous n'avez pas comprises. Et à chaque fois, il faut s'arrêter et quand vous écrivez votre code, n'hésitez pas de mettre des commentaires, des questions ici. Et une fois que vous serez sur place en classe, vous pouvez toujours me reposer ces questions. À quoi sert ça? Pourquoi on a fait ça? Des choses comme ça. Et comme ça vous permet d'avoir des réponses. Sinon, vous mettez des questions et vous m'envoyez le code. Et je vais vous fournir les réponses, des réponses communes comme ça. Voilà. Allez-y, bonne soirée. Et donc, à la prochaine fois. Également, bonsoir, monsieur. Allez, salam alaikum. Merci, monsieur. Bonsoir. Salam, au revoir. Bonsoir, monsieur. Salam. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous déconnecter.